Bien, on va peut-être commencer. Bonjour à tous, hein, merci de vous être connectés pour cette fin de stage. J'espère qu'il a été profitable pour l'ensemble des participants. On se retrouve autour d'un focus technique spécifique sur l'abattoir de volailles, les retraits, ce qu'on appelle communément les saisies, et puis les conséquences que ça peut avoir sur la conduite d'élevage de volailles. Alors, c'est un sujet qui est bien sûr vaste. On a essayé avec Claudio de préparer quelques focus, quelques exemples. Il y a bien sûr plein d'autres choses autour. Donc, Claudio Chimanti et moi-même participons, nous sommes deux vétérinaires et on est en binôme sur cette activité de Resagro. Claudio étant sur la partie bretonne et internationale et moi sur la partie ligérienne et internationale. On intervient au national et à l'international. Alors, qu'est-ce que c'est Resagro déjà? C'est le projet de vétérinaire conseil en abattoir du groupe Cristal. On a donc pris l'option il y a plusieurs années déjà d'avoir du conseil autour de ce maillon de la filière. Bien sûr, on vient de l'élevage et au fur et à mesure des années, on s'est spécialisé sur cette thématique. L'objectif, c'est bien sûr le renforcement du lien amont-aval, l'économie de matière, hein, tout ce qui peut se perdre comme valeur entre l'élevage et l'abattoir, la performance technique qui en découle et sanitaire aussi des outils. On fait pour ça les formations réglementées, toute la protection animale, les certificats, les CCPA, OPRPA, le retrait des carcasses sur chaîne, les formations obligatoires de tous les opérateurs qui retirent des carcasses sur les chaînes, les formations des convoyeurs, des chauffeurs, formation obligatoire de 14 heures, les formations hygiène, la formation biosécurité. Et puis, nous avons aussi, très spécifiquement, sur des dossiers particuliers, on réalise des expertises amont-aval sur les retraits sur chaîne, sur la protection animale, sur la sécurité sanitaire. Alors, déjà, petite précision pour ceux qui ne sont pas habitués au mot retrait. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a précisé dans le titre que c'était les saisies? Parce que parfois, on parle encore beaucoup de saisies. Retrait et saisie en abattoir, c'est deux mots pour un même geste, hein. On enlève une carcasse ou des découpes qui sont impropres à la consommation humaine dans les deux cas. En fait, le mot retrait existe depuis que c'est les opérateurs de l'abattoir qui réalisent ce geste. Ils le font sous l'autorité des services vétérinaires, mais aujourd'hui, depuis déjà une dizaine d'années, eh bien, il est officiel que c'est les opérateurs de l'abattoir qui font le retrait, alors que la saisie est toujours prononcée par un service officiel et par les services vétérinaires. Comment l'information circule dans notre filière? Eh bien, on a bien sûr les données de la fiche d'élevage qui sont transmises par l'ICA. Ensuite, il y a la documentation autour du transport, les lettres de voiture. Et puis, les résultats d'abattage reviennent pour être plus ou moins interprétés sur un plan d'action en élevage. Les motifs de retrait qui sont réalisés en abattoir sont dénommés non pas pour renseigner l'éleveur sur l'étiologie, c'est-à-dire l'étiologie, c'est la science des causes, hein, il n'est pas renseigné sur qu'est-ce qui se passe dans son élevage avec cette dénomination de retrait. La dénomination de retrait, elle est orientée encore plus en aval vers la protection du consommateur. C'est-à-dire que vous avez ici, dans l'arrêté du 28 juillet 2016, une liste des causes de retrait. Eh bien, quand on prend une carcasse congestive, eh bien, une carcasse rouge, on ne sait pas quelle est l'origine de cette congestion. En tout cas, elle est congestive, elle n'est pas consommable. Et c'est donc l'objet du débat aujourd'hui. Donc, merci Charles pour cette introduction. Je voulais aussi remercier l'organisation du SPAS de nous permettre de présenter ce travail, cette envie de favoriser un progrès commun entre l'amont et l'aval. Je voulais préciser aussi que Zoom, désormais on est tous professionnels des webinaires, permet toute une possibilité de questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions qui seront répondues soit en direct pendant
la présentation de ces webinaires, soit à la fin, s'il nous reste du temps, ou même dans un futur proche par des réponses nominatives. Donc, l'ICA est un outil indispensable de la chaîne alimentaire parce qu'il va venir renseigner l'abatteur de la qualité des animaux qui vont arriver dans son outil. Néanmoins, l'abattoir a une limite parce que tout n'est pas observable. Malheureusement, on sait qu'évaluer la qualité d'un lot en élevage sera toujours hasardeuse parce que nous allons avoir une population qui va avoir une distribution hétérogène dans le bâtiment. Nous allons avoir cette même population d'animaux qui va bouger autour de l'observateur. Ces animaux seront emplumés et l'emplumement pourra cacher certaines lésions ou certains troubles. En même temps, on va avoir une difficulté par rapport à l'angle de vue et à la luminosité éventuelle. Donc, nous, êtres humains, bipèdes, on mesure notre mètre 70, mètre 80 et nos volailles sont à niveau du sol. Donc une visite, même avant abattage, même avec l'œil le plus expert, pourra permettre de se donner une idée de l'ensemble, mais pas de vraiment quantifier un problème sur le lot. Donc, certaines anomalies qui vont être observables à l'abattoir seront malgré tout observables avec plus ou moins d'expérience en élevage. Et donc, nous avons mis ici, par exemple, l'arthrite et les problèmes de maigreur cachexie et d'autres types d'anomalies qui vont provoquer des retraits en abattoir seront difficilement ou non observables en élevage, comme les congestions, les cellulites, la fameuse LCI, ou les myopathies. Et à côté de tout ça, on va avoir d'autres problématiques de qualité de carcasse qui peuvent être les portages de salmonelle ou campylobactère qui ne seront observables de façon macroscopique à l'œil nu, ni en élevage, ni en abattoir, pour lesquels il faudra passer par des analyses microbiologiques supplémentaires. Diapositive suivante. Voilà. Donc, nous avons repris certaines de ces problématiques. Nous ne les avons pas toutes détaillées. Sinon, ce n'est pas une demi-heure de webinaire, mais on vous gardez toute la journée avec nous. Et faites attention parce que autant Charles que moi, on aime ce qu'on fait. Et quand on commence à parler, on peut passer la journée. Donc, par exemple, si on utilise la problématique cachexie petit poulet, on va se retrouver avec la problématique qu'un petit poulet sera souvent issu, une petite carcasse sera souvent issue d'un petit poulet, mais qui n'est pas un animal malade. C'est un animal qui, suivant une distribution gaussienne de la population, il est moins grand que la moyenne. On pourra avoir des animaux maigres et la maigreur qui restera à définir pourra être physiologique ou pathologique. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un problème avec les vénères des viandes. Et puis, on aura les animaux cachectiques, que la cachexie est clairement un problème pathologique avec une problématique pour la qualité future des viandes, qui devra être clairement retirée. Il faut savoir qu'un abattoir n'est pas un point de tri. L'abattoir ne peut pas faire des miracles. L'abattoir va faire avec ce qu'on lui envoie. Il existe plusieurs définitions de ce qui va être un petit sujet ou un sujet hors gabarit. Si on commence par les définitions retenues d'un point de vue bien-être, un sujet hors gabarit, ça va être un sujet qui sera 2 fois plus petit que les autres. Clairement, on va avoir des définitions plus strictes en fonction des calibres et des réquisitions des clients. Les réglementations sur les retraits nous permettent de définir la catégorie C3 où les carcasses ou les parties des animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine, mais qui pour des raisons commerciales ne sont pas destinées à une seule consommation, pourront être déclassées ou retirées. Néanmoins, autant d'un point de vue sanitaire que zootechnique, l'abattoir n'est pas une garde-tri de la filière et tous les sujets qui sont envoyés à l'abattoir doivent avoir une valeur économique. Le tri doit être fait en élevage. Un autre exemple aussi qui va être difficilement observable à l'avance, mais qui a des origines bien distinctes donc des
des conséquences bien distinctes sera l'arthrite de la rupture de tendon. L'arthrite sera une conséquence d'une pathologie en élevage avec une infection localisée ou généralisée, donc un risque pour le consommateur et un devenir des viandes vers du non consommable. À ne pas confondre avec une rupture de tendon qu'on est sur une pathologie fonctionnelle, donc non infectieuse et sans impact pour les viandes. En gros, si on conclut cette, je dirais, introduction, la fiche ICA est vraiment une fiche indispensable au transfert des informations tout au long de la chaîne. Autant les bonnes que les mauvaises. L'ICA ne sert pas juste pour les cas critiques. Donc, c'est une mine d'informations qui doit être partagée entre l'élevage et l'abattoir, mais aussi, c'est très important de bien respecter l'ICA ascendant pour pouvoir avoir une progression continue en élevage. Alors, un des éléments essentiels aujourd'hui sur les retraits, c'est bien sûr tout ce qui est souillure fécale et contamination fécale qui peuvent occurrer. On n'échappera pas, je pense, dans les filières, à un travail de fond sur les temps de mise à jeun. Les temps de mise à jeun, en quelques dias, on essaye d'expliquer aujourd'hui pourquoi ça peut être beaucoup plus compliqué à travailler que ce que l'on pense. Déjà, en termes de définition, c'est la somme des durées entre la mise à jeun en élevage effective, le temps de transport et l'attente sur quai. Il y a une cible, une durée théorique de 8 à 12 heures sur cet objectif de temps de mise à jeun complet. Il faut abattre les volailles entre 8 et 12 heures après le début de la mise à jeun en élevage. Déjà, dans les filières, on a, dans les discussions qu'on peut avoir avec les professionnels, que ce soit en amont ou en aval, quelques choix de base. Le premier, c'est qu'il peut y avoir, il faut le dire de manière transparente, quelques choix qui sont faits de ne pas tout à fait mettre à jeun parce qu'à la bascule, la pesée du vif va être artificiellement augmentée. On peut avoir des choix aussi en élevage où l'eau est arrêtée un petit peu trop tôt et à ce moment-là, on arrête aussi la digestion, ou un peu trop tard et à ce moment-là, les animaux se gavent d'eau. On a aussi quelque chose qui est assez accepté aujourd'hui dans les filières, qu'à partir du moment où le transport démarre, eh bien, l'animal a une digestion qui est tout à fait limitée. Et puis, comme la distance à l'abattoir est très variable d'un élevage à l'autre, on a quelque chose qui peut être assez différent. Sur la théorie de la mise à jeun, eh bien, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer cette vitesse de mise à jeun. Bien sûr, la température, quand il fait chaud, quand il fait froid, on a un transit digestif qui est plus ou moins prononcé. Ça, c'est très, très, très connu, c'est valable pour nous aussi. Les notions de rationnement dans certaines filières qui sont importantes, parce que quand on rationne, eh bien, on va provoquer des gros repas quand on remet en route les chaînes. Donc, forcément, en fonction de la durée, en fonction du moment où on enlève les lots, eh bien, on va avoir une influence du rationnement sur la qualité de la mise à jeun. Bien sûr, les événements de mise à jeun précédentes, c'est-à-dire que quand il y a eu une mise à jeun pour le premier départ d'une partie du lot, eh bien, ensuite, les animaux ont eu un stress et vont avoir tendance à se gaver. Et puis, bien sûr, pour les filières qui sont les plus rustiques, eh bien, on a des souches qui sont capables d'aller chercher l'aliment résiduel dans la litière. On a aussi d'autres éléments comme des effets de programme lumineux. Lorsque vous avez habitué vos animaux dans un programme lumineux, eh bien, une demi-heure avant l'extinction des feux, les animaux font un gros repas. Et lors de la période de finition, lorsque vous pouvez être amené à lâcher ce programme lumineux, eh bien, s'il démarrait à minuit et que vous lâchez ce programme lumineux, eh bien, il y aura toujours un gros repas à 23h30 parce que les animaux se sont habitués à faire ce gros repas avant la nuit. Donc, en fonction ensuite de l'heure de départ, eh bien, vous pouvez avoir des surprises sur la qualité de la mise à jeun. Cette mise à jeun,
elle va impacter directement un risque sanitaire. On a une fenêtre idéale entre 8 et 12 heures, parce qu'avant, bien sûr, les tubes digestifs sont pleins. À partir du moment où les intestins sont pleins, eh bien, on a une tension sur le tube digestif et un risque de rupture, donc de souillure fécale. Mais lorsque les intestins sont vides et que l'animal se déshydrate, on repart après 12 heures dans une phase où les intestins sont moins élastiques, ils deviennent sécrétants pour que les muqueuses soient hydratées et on a des nouveaux risques de rupture et les souillures fécales qui recommencent au-delà de 12 heures. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez fin. Il faut pouvoir caler la fenêtre idéale entre 8 et 12 heures. Donc, on peut l'évaluer, cette mise à jeun à l'abattoir, hein, à la fois sur les jabots, sur les gésiers, pardon, sur les intestins. Il faut absolument, dans les filières, qu'il y ait une prise de conscience que ça a une influence sur la qualité sanitaire, bien sûr sur Salmonelle, mais aussi surtout sur Campylot, qui est quand même quelque chose qui est en train de monter en puissance, avec 80% de positivité en élevage. Je ne vois pas comment on va pouvoir maîtriser ce phénomène sans maîtriser la mise à jeun. Ça a l'air, depuis l'aval, depuis l'abattoir, d'être un acte basique. C'est un acte qui est beaucoup plus technique que ce qu'on peut le penser. Et puis, à l'abattoir, il faut respecter dans cette planification une fenêtre d'abattage élevage par élevage. Un autre point très, très important, souvent oublié ou minimisé, sera les travaux sur la mortalité de transport. Les règlements et ainsi que les réquisitions clients sont très larges. Donc, quelque part, aujourd'hui, on nous demande d'intervenir par des études ou des actions correctives à partir d'une mortalité de transport souvent comprise autour de 2% en Gallus. Après, les pourcentages sont différents en fonction des espèces, mais ces pourcentages sont absolument intolérables par l'industrie parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se permettre même 1% de mortalité de transport. Donc, on est avec une mortalité ou des objectifs de mortalité tolérables beaucoup plus faibles. Le problème, c'est essayer de comprendre l'origine de cette mortalité. Cette mortalité, elle peut être due, on ne doit jamais l'oublier malgré tout, à des traumatismes de ramassage ou de mise en caisse par des problèmes de bien-être. Mais cette mortalité, elle sera le plus souvent liée à des problématiques de transport. Ce sont des réflexions assez importantes sur l'importance de la ventilation dans le camion, la différence de température entre l'intérieur des caisses et l'extérieur des caisses, les différentes contraintes sanitaires liées aussi au bâchage dans certaines restrictions sanitaires peuvent poser problème et les périodes d'attente peuvent tout ça être des gros facteurs de risque pour une mortalité de coup de chaleur. Néanmoins, le coup de chaleur, diapositive suivante, s'il vous plaît. Notre coup de chaleur qui va provoquer une mortalité ou des retraits pour congestion pourra avoir une double origine avec des impacts très différents quant aux conséquences et aux facteurs correctifs. Le coup de chaleur classique ou la carcasse congestive classique, je dirais, peut avoir une origine non physiologique, non pathologique. C'est le vrai coup de chaleur avec un animal qui va rentrer avec des défauts de ventilation et d'échange de gaz sanguin. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on passerait beaucoup de temps. Mais du coup, on va avoir un animal qui n'est pas malade. Néanmoins, il est impossible en salle de découpe de différencier un animal congestif avant d'ouvrir la carcasse d'une façon non infectieuse d'une élément infectieuse. Ou dans d'autres cas, autant sur une carcasse entière que sur un mort à l'arrivée, on peut avoir notre même coup de chaleur qui va être provoqué par une déficience de système respiratoire pour des origines infectieuses, donc qui date bien avant que la fin de l'élevage ou le transport, la mise en caisse. Donc, ces lésions, parfois très légères, d'hérosaculite, sans morbidité éventuelle en élevage. Donc, dans certains cas, on peut avoir déjà des signes en élevage
Dans d'autres cas, on n'a pas des signes en élevage, mais comme je vous dis, le stress du transport, donc l'augmentation des températures, de la densité peuvent challenger l'appareil respiratoire des animaux. En poulet, par exemple, les différents virus que malheureusement on sait qui circulent dans très grande quantité, les coronavirus, on peut citer les coronavirus, les primovirus dans les principaux, on peut citer d'autres virus aussi, puis si on change d'espèce, les différentes bactéries, mycoplasme, ornithobacterium ou notre Escherichia coli omniprésent seront des facteurs compliquants et prédisposants pour des pathologies respiratoires qui pourront avoir des répercussions plus ou moins fortes sur les carcasses. En changeant de pathologie, une autre pathologie très fréquente, malheureusement, qui aura une origine en élevage, mais qui va être difficilement détectable, ça sera tout ce qui est lésions cutanées infectées, qui parfois, après plumage, on peut mesurer l'étendue et procéder à un retrait total de la carcasse sans avoir des doutes. Ou dans d'autres cas, ces lésions ne seront pas visibles sur carcasse entière, sur carcasse avant découpe, et les lésions fibrineuses ne seront visibles qu'à l'éviscération ou à la découpe, pouvant dans certaines filières poser problème que des animaux partent en prêt à cuire sans être retirés, alors qu'on est sur un problème d'origine infectieuse. Donc, comment peut-on prévenir la LCI? Donc, la LCI, ça sera des surinfections bactériennes sur des volailles par des germes le plus souvent opportunistes. Le plus souvent, ça sera des infections à Escherichia coli qui vont pénétrer la peau suite à des griffures. Donc, comment peut-on prévenir? Déjà, pour tous les gestes zootechniques qui vont réduire ces risques de griffures et de transmission de maladies. Donc, tous les facteurs qui peuvent influencer seront une décroissance rapide. Ça sera la qualité des aplombs et de l'empleuvement. Ça sera la litière et les griffes. Ça sera le nervosisme de l'eau. Mais ça sera aussi les vitesses et les modes de mouvement de l'éleveur ou des autres intervenants de l'élevage lors des visites. Donc, en gros, on est dans une problématique sanitaire en général. Et dans certains cas de récidive, on peut, par une protection sanitaire vis-à-vis des Escherichia coli, impacter d'une façon importante la survenue de cellulite. Alors, autre focus, autre exemple de ce qu'on peut évaluer à l'abattoir et ensuite prendre en compte pour un plan d'action en élevage, ce sont les hématomes. En termes d'hématomes, on peut bien sûr découvrir à l'abattoir des hématomes récents, des hématomes anciens, et ce qu'on appelle dans les outils des fractures rouges et des fractures blanches. Donc, lorsque on est avant la saignée, la fracture est bien sûr rouge, ça vient de se faire. Lorsqu'on est après la saignée, il n'y a plus de sang dans le système sanguin, et là, on est sur des fractures blanches. En termes de couleur d'hématome, dès qu'on passe sur des reflets verts, eh bien, on est sur une responsabilité éleveur puisqu'on est au-delà du temps de ramassage des animaux. Donc, si on essaye de classer pour pouvoir informer l'éleveur sur un plan d'action, eh bien, dès qu'on est sur des hématomes anciens, on est sur une responsabilité de l'éleveur. On a principalement ça dans les ruptures tendineuses sur les tendons gastrocnémiens. Ça, c'est forcément passé en élevage. Parfois, on en trouve sur les ailes. Et là, il faut pouvoir voir la relation entre le nervosisme des animaux et puis des facteurs favorisant le traumatisme dans le bâtiment. Je pense par exemple en Inde, les hauteurs de réglage de la barre d'alimentation sont souvent le seul obstacle qui permette la fracture d'une aile sur un lot de dinde un peu nerveux. Dans les hématomes récents, les fractures rouges, là, c'est beaucoup plus compliqué de faire la cause. Et il faut vraiment aller faire un travail fin de comptage pour voir qu'est-ce qui produit
les hématomes. Puisque dans cette fenêtre qui est entre moins 12 heures avant l'abattage et la saignée, beaucoup de choses peuvent être en jeu, à la fois le ramassage, le transport s'il n'a pas été soigneux, le décagement, et puis juste avant la saignée, que ce soit en étourdissement électrique, on a des impacts électriques, c'est très connu, et on a aussi les mouvements agoniques dans les appareils à gaz qui peuvent aussi créer beaucoup d'hématomes. Donc pour ça, lorsqu'on veut avancer là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui les ailes en volaille, ça peut avoir plus de valeur parce que d'un point de vue culinaire, on sait en faire quelque chose ces derniers temps. Donc bien analyser d'où ça vient, faire des comptages. Quant aux fractures blanches, eh bien, elles sont après la saignée, donc c'est forcément à l'abattoir que ça se passe, avec le réglage des plumeuses, bien sûr, et puis dans certaines espèces, des prédispositions très spécifiques. Là, c'est vraiment focus très spécifique. Lorsque les ailes cassent sur un lot de mulard, c'est qu'on est passé à côté de maladies comme les parvots de la Dersie en élevage. Je te laisse conclure, Claudio. Donc, avant de conclure, je constate pour l'instant que nous n'avons aucune question de la part des auditeurs, aucune remarque. Donc, ça me fait plaisir ou ça me fait peur. Ça veut dire qu'on a été soit très concis et très précis, soit qu'on a été très mauvais et qu'on a endormi tout le monde. Donc, en conclusion, on va dire qu'aujourd'hui, les lycéas ascendantes, ce qu'on va appeler lycéas ascendantes, donc les retours d'information de l'abattoir vers l'élevage, nommera les 3 causes principales des retraits, toujours dans une optique de protection du consommateur. Donc, il faut se rappeler que toutes les normatifs de retrait répondent à des règlements européens avec, dans certains cas, des structurations filières différentes de la structuration française, et le contexte économique des retraits n'est pas pris en compte par les règlements européens en cours. Ces travail d'interprétation, donc quelque part, c'est à l'amont de travailler sur les motifs de retrait pour essayer de travailler régulièrement sur l'amélioration continue, sur la qualité du vif qui va être livré à l'abattoir. Donc, quelque part, le retrait, c'est toujours une mauvaise surprise, c'est toujours de l'argent perdu, mais il faut utiliser ces informations. On peut en tirer des choses pour s'améliorer sur le futur, améliorer la qualité et donc forcément améliorer la rentabilité de son travail. En même temps, et ça c'est un travail qui doit être aussi fait conjointement entre l'amont et l'aval, tout écart au retrait, donc autant par rapport à une moyenne qui sera acceptable par la filière aux résultats historiques ou à un rapport attendu par l'éleveur, doit faire l'objet de recherches de causes, des origines, pour déterminer des plans d'action corrective. Donc, l'objectif est vraiment de... On est sur du vivant, on est sur du multifactoriel, on est un croisement de 2 mondes, d'un monde agricole avec du vif et d'un monde, je dirais, de la viande. Et donc, c'est nécessaire que ces 2 mondes arrivent à avoir un même objectif. Et on n'aura jamais du zéro retrait. Je vois une remarque, une question. Oui. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur les Wood-en-Brist et les autres myopathies. Bon, c'est vrai que ça a fait partie d'un... On n'en a pas parlé parce que ça a fait partie d'un choix éditorial. On n'avait que 30 minutes pour cette conf. Il y a beaucoup de choses à dire sur bien sûr, les myopathies. Bon, moi, je propose que si on part à répondre sur la question sur les myopathies, il y a en effet des choses qui sont chroniques, il y a des choses qui sont beaucoup plus aiguës, il y a des choses qui vont se préparer en élevage avec la maîtrise de la pathologie de performance. Il y a des choses qui vont se préparer justement sur les dernières heures avec la préparation du lot. Donc, si on doit répondre à cette question, on est consultable. Vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous appeler pour la suite. Mais c'est vrai que ça a été un choix éditorial de ne pas parler des myopathies, surtout que
il y avait aujourd'hui parmi les participants des acteurs qui ne font pas que du poulet à croissance rapide. Donc, voilà, on n'a pas fait de focus là-dessus. Voilà. On a estimé que si on ouvrait le chapitre myopathie, pour pouvoir aussi différencier les myopathies, je dirais, avec un origine élevage ou les myopathies qui ressemblent plus à des technopathies, il nous aurait fallu, en gros, limite une demi-heure, rien que pour le chapitre myopathie, pour pouvoir expliquer les connaissances actuelles, les limites des connaissances actuelles, et pas juste faire un catalogue des myopathies avec des belles photos et sans aller plus loin. Donc, ça sera peut-être une prochaine présentation. Nous pouvons très bien organiser pour le prochain SPAS ou avant le SPAS une présentation sur les myopathies. Mais ça a été un choix délibéré de ne pas... Oui, également. Oui, ça commence. Ça commence. Il y a bien sûr les défauts de white stripping en dinde qui existent aussi, mais la maladie de l'Oregon, la myodystrophie du pectoralis minor, existe aussi en dinde. Hein. Vous pouvez en avoir sur certaines filières. Ouais. Tout à fait, ça existe. Et toutes les pathologies liées au pH ultime, donc toutes les problématiques PSE, DFD, clairement, sont possibles dans toutes les espèces et pas seulement dans les animaux à croissance rapide. Mais justement, c'était un chapitre qui était trop long. Si on rentrait dans la myopathie, il nous aurait fallu une demi-heure minimum, rien que pour ça. Sinon, ça aurait été trop bâclé. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 12h03, on s'était engagé sur 30 minutes. N'hésitez pas en tout cas à nous faire signe. Et puis, merci à toute l'équipe du SPAS, aux équipes du groupe Cristal aussi qui ont organisé en amont. Et puis, on vous souhaite à tous presque un bon week-end maintenant. Et n'hésitez pas à faire suivre des questions éventuellement par nos adresses LinkedIn ou par les sites du groupe Cristal. Merci pour votre intérêt pour le sujet.